Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du livre de Claire Sévrac intitulé Comment devenir footballeur professionnel, les coulisses de Clairefontaine, avec une préface de Nicolas Anelka et des témoignages de Pascal Olmeta, de Jean-Pierre Papin, de William Gallas ou de Louis Saha. L'extrait s'intitule Un peu d'histoire. Je cite. Fin des années 60, le football français n'est pas au meilleur de sa forme, aucun grand résultat, notamment sur le plan international. En 1966, l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde en Angleterre, mais elle se montre incapable de passer le premier tour. Les joueurs français semblent en médiocre condition physique face aux meilleures équipes, notamment anglaises et allemandes. Jeu de tête assez faible, manque de puissance dans les tirs. Les Français utilisent un jeu court, utilisent peu de tacles, contrairement aux grandes équipes. Le manque de résultats finit par retentir sur le moral des joueurs. L'équipe de France aborde chacun de ses grands matchs internationaux dans la crainte de perdre plutôt qu'avec la niaque des gagnants. Devant cette accumulation de mauvais résultats, les cadres dirigeants se doivent de réagir. Première constatation, l'absence de véritable structure de formation pour les joueurs. Bien sûr, il y a de nombreux jeunes dans les clubs professionnels, ils sont nourris, logés, mais bénéficient d'un statut assez peu défini. En fait, ils attendent leur tour en espérant passer en équipe professionnelle à l'occasion d'un remplacement. Rien de très organisé. René Ruello, qui fut joueur du Stade Rennais dans ces années-là, avant de devenir président du club, se souvient très bien de l'atmosphère de l'époque. Je cite: La société semblait partagée entre les patronages de curés d'un côté et les radicaux socialistes de l'autre. On retrouvait cette opposition dans les milieux sportifs. Les clubs pro allaient faire leurs courses dans ces différents petits clubs confessionnels ou laïques. Ils repéraient quelques cadets à 13 ou 14 ans et leur faisait faire des matchs d'essai. Cela marchait comme ça à Rennes. Si le match était concluant, on signait une licence et on commençait à jouer en amateur. Il n'y avait pas de règles. Les jeunes étaient plutôt livrés à eux-mêmes, ils allaient à l'entraînement, mais le foot n'était pas leur seule activité. Certains continuaient leurs études, d'autres étaient déjà engagés dans la voie professionnelle. Ils logeaient chez leurs parents, dans un foyer ou parfois dans des appartements payés par le club. Les entraînements n'avaient rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui, avec leur méthodologie spécifique, leur suivi de performance. Je me rappelle qu'on s'entraînait 3 soirs dans la semaine. On peut dire qu'on jouait au foot, mais qu'on n'apprenait pas le métier de footballeur. On s'amusait. Il flottait sur tout cela un doux parfum d'amateurisme. Après le dîner, on sortait, parfois toute la nuit. Idem pour les déplacements. Quand on partait jouer à Nice, on passait par Paris et au retour, on s'arrêtait dans la capitale pour faire la fête. C'était sympa, mais très éloigné des exigences de performance de joueurs actuels. Bien sûr, il y avait quand même des joueurs techniques, mais comme ça ne jouait pas vite, ils avaient le temps d'exhiber leurs prouesses. Rien à voir avec le jeu d'aujourd'hui au niveau de la qualité, de la puissance et de la vitesse. Tout cela s'est incroyablement professionnalisé. Même dans le championnat national, les équipes étaient souvent un mixte entre pro et amateurs. Cela paraît impossible, mais on pouvait à l'époque être appelé un matin pour jouer le soir en pro, comme ça, sans préparation spéciale. La place de l'argent a aussi totalement changé. Les salaires étaient faibles. Je me souviens que Marcel Aubourg, gardien de Rennes à l'époque, avait demandé une augmentation à son président après avoir gagné la Coupe de France en 1971. Il gagnait 2 800 francs par mois. Le SMIC était à 800 francs à l'époque. Le président objecta ça en lui reprochant d'être obsédé par l'argent. Les années 1966 à 1972 sont donc une période d'intense réflexion pour les instances du football français. Georges Boulogne, alors directeur technique national, soutient l'idée que le football est un métier comme un autre et qu'il doit s'apprendre. Il faut donc créer une école, détecter les jeunes les plus doués et les prendre comme élèves. Georges Boulogne est une grande figure du football, un maître entraîneur. Avec son tempérament vigoureux, voire autoritaire, il a mis en place l'organisation du football français, réussi à imposer de nouveaux modes de fonctionnement avec les CTR, c'est-à-dire les conseillers techniques régionaux, et les conseillers techniques départementaux, les CTD, et procéder à la création de l'Institut national du football en novembre 1972 avec Pierre Pibarot qui en sera le premier directeur jusqu'en 1981. C'est à Vichy que naît l'Institut national du football, un centre pilote, un champ d'expérimentation, la première véritable structure d'apprentissage sportif professionnel où l'on fait travailler ensemble tous les jours des jeunes avec des objectifs précis et dans un cadre raisonné. L'idée est de créer des centres d'apprentissage sur le même modèle pour accueillir des jeunes dans les clubs professionnels. Il faut donc un organisme national du football qui expérimente pour transmettre. Nantes et Auxerre ont été les premiers centres à ouvrir aux jeunes joueurs. Puis peu à peu, tous les clubs ont eu l'obligation d'ouvrir leur propre centre de formation avec la nécessité de respecter un certain nombre de normes. Capacité de logement, terrain, éducation, suivi médical, etc. On attribue des points au centre en fonction de la qualité de leur structure. Cette notation a des conséquences sur le nombre de stagiaires pouvant être recrutés par les clubs, ce qui a son importance dans les différents championnats. La non-conformité aux normes peut contraindre un club à rétrograder d'une division à une autre. Ce n'est jamais arrivé, chacun y a mis du sien.
L'INF de Vichy ouvre donc ses portes en novembre 1972 avec 40 joueurs. Au début arrivent des jeunes de 17 ans venus de toute la France, sélectionnés par les CTR et les différents concours, plusieurs régionaux et un national. On trouve déjà de très bons joueurs. À leur arrivée, ils sont placés d'office dans le meilleur championnat régional, la division d'honneur. L'INF de Vichy est en Ligue d'Auvergne. Les 18 ans jouent en division 4 et les troisième années en division 3, ce qui correspond presque au national d'aujourd'hui. C'est une compétition rude. Dans un premier temps, les choses se passent bien, mais cela ne dure pas. Autour des années 90, les centres de formation de clubs sont organisés et rodés. Ils ont des moyens financiers importants pour recruter des jeunes et cela se fait en défaveur de l'INF qui ne peut donc plus recruter que des seconds choix. D'autre part, l'âge de recrutement est abaissé. Les jeunes peuvent désormais intégrer l'INF à 16 ans. Des adolescents qui jouent en cadet passent directement en division d'honneur senior l'année suivante. Cela devient très difficile de maintenir de telles équipes dans ces divisions-là. On demande beaucoup à des gamins dont tous n'ont pas forcément les capacités pour devenir de très bons professionnels. L'INF est exigeant. On compte beaucoup sur le travail, le sens de l'effort, la discipline. Les jeunes comprennent qu'ils doivent accepter cette exigence parce que c'est leur dernière chance de faire carrière dans le football. Ils n'ont pas été acceptés dans l'école professionnelle et pour la plupart, ils ont arrêté l'école, leur formation de plombier ou de chaudronnier. Certains jeunes joueurs ont eu des parcours atypiques en faisant le choix délibéré de rentrer à l'INF plutôt que dans un centre de grands clubs. À l'instar de Jean-Pierre Papin. Il était à Valenciennes et avait entendu parler de la réputation de l'INF. Ce fut un choix très personnel pour lui d'y rentrer. Je vous remercie.